Comment s'est passé mon DK Ironman à Taïwan pour la dernière manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon et quels résultats j'ai obtenus? Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement et aussi si ce n'est pas encore fait, venir rejoindre ma communauté grandissante sur Instagram si tu souhaites avoir des conseils sur le sport et aussi me suivre par rapport à toutes mes péripéties sur le sport et notamment l'Ultra Triathlon. Jingle. Donc comment s'est passé cette dernière manche de Coupe du Monde pour ce DK Ironman à Taïwan sur le continent asiatique. Pour rappel, si tu prends cette chaîne, pour celles et ceux qui prennent cette chaîne en cours, un DK Ironman c'est quoi? C'est x10 par rapport aux distances de l'Ironman. Donc l'Ironman c'est déjà 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Donc là vous multipliez tout par 10 et par rapport à la compétition qu'il y a eu à Taïwan, grosso modo c'était 38 km de nage en bassin de 50 mètres. Pour le vélo, on était sur des boucles, je crois, de 7-8 km, donc 1800 km à faire sur des boucles de 7-8 km. Et ensuite, on avait 10 marathons à faire sur des boucles de 1,8 km. Et qui faisait partie justement de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc c'était la dernière manche, Coupe du Monde qui existe depuis 1990. Et là, la particularité de cette compétition, c'est que déjà, c'était la première compétition d'Ultra Triathlon qui avait lieu sur le continent asiatique. Et de plus en fait, c'est le pays, alors je ne sais pas quel organisme exactement, mais je ne sais pas si c'est une fédération ou le pays ou je ne sais quoi en fait, qui ont invité en fait tous les athlètes gracieusement. Voilà, faut savoir, parce qu'on pose souvent la question d'argent, faut savoir qu'un DK Ironman, une inscription pour un DK Ironman, généralement, on est autour de 2500 €. Donc là, c'était gracieusement offert, donc il n'y avait pas d'inscription à payer. On était logés, nourris, blanchis pendant toute la durée de la compétition. Donc on avait juste, entre guillemets, le billet d'avion à payer. Donc ça m'a coûté à peu près 1000 €. Donc c'est peut-être l'une des compétitions les plus prestigieuses que j'ai fait cette année, mais qui m'a aussi coûté le moins cher. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour celles et ceux qui me posent beaucoup de questions justement sur les finances, sur les inscriptions, sur tout cet écosystème des inscriptions liées à l'ultra triathlon et de plus au DK Ironman. Donc ça c'était chouette. Donc on s'est rendu, donc je me suis rendu à Taïwan à peu près 5-6 jours avant la compétition pour cette dernière manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon. Faut savoir qu'avant cette épreuve de Coupe du Monde Ultra Triathlon, j'avais déjà mon 5e titre mondial qui était déjà assuré. Là c'était vraiment du bonus, mais je tenais vraiment à aller à cette compétition pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça allait être mon 5e DK Ironman, donc un record. Les DK Ironman cette année, en 2025, m'ont plutôt porté bonheur, m'ont plutôt porté chance, puisque les 4 premiers DK Ironman que j'ai fait, j'en ai remporté 3. J'ai remporté celui d'Afrique, celui en France et celui en Pologne. Et à chaque fois, ça a été des nouveautés dans le pays. En France, c'était le premier DK Ironman, en Pologne, c'était le premier DK Ironman, en Afrique du Sud, c'était le premier DK Ironman, et là, à Taïwan, c'était aussi le premier DK Ironman. Donc moi, j'ai vu ça comme un petit clin d'œil en me disant, voilà, faut que j'y aille, et peut-être que ça viendra m'assurer une 4e victoire, et le 5e DK Ironman que j'avais fait, en l'occurrence, qui faisait partie de la 2e manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon cette année, j'avais fini 2e, c'était au Brésil, et c'était le 2e DK Ironman organisé le Brésil. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas y aller? J'ai jamais été sur les terres asiatiques. Ils annoncent vraiment une grande fête, ils annoncent vraiment un très très bel événement. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas clôturer cette saison par une victoire, sachant que si tu m'as suivi, j'avais eu un échec sportif, une contre-performance en septembre dernier lors du Summum Project où j'avais dû renoncer au sommet du Mont Blanc sur l'Ironman, l'un des Ironman les plus durs au monde, avec une arrivée au sommet du Mont Blanc où j'avais bâché à peu près, je crois, 4200 mètres d'altitude. Et ce DK Ironman à Taïwan venait un peu comme la dernière compétition de l'année. C'est aussi important pour moi
de bien la clôturer et de remporter voilà, une 4e victoire et de faire un 5e podium en Coupe du Monde Ultra Triathlon pour cette année. Donc pour revenir sur la compétition, tout ce qui est lié à la logistique et tout ça, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc là, je suis parti en avion, donc pas la possibilité, comme je le fais régulièrement quand je pars en Europe, de partir avec un 12 ou 13 mètres cubes, avec toute ma logistique, avec tout mon matériel. Non, bah là, je suis limité comme tous les athlètes à une valise cabine et mon vélo. Je suis parti à peu près, je suis arrivé 5-6 jours avant la compétition pour vraiment absorber au mieux le décalage horaire. J'ai aussi eu de la chance que mes parents soient disponibles pour venir épauler ma femme et les enfants à la maison, ce qui m'a permis voilà, de partir un petit peu plus tôt. Parce qu'il faut savoir, entre Paris et Taïwan, il y avait 7 heures de décalage horaire. Et si tu arrives fatigué pour un DK Ironman, c'est compliqué. Voilà. Sachant qu'un DK Ironman, c'est très fatigant, c'est très dur, c'est très éprouvant. Les distances, tu les as, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Donc si en plus de ça, tu arrives très fatigué, c'est jamais simple. Et en fait, bah, ça a été le cas. Ça a été le cas, pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai pas du tout réussi à dormir là-bas. Faut savoir que je suis parti par un vol de nuit, donc dormir assis dans un avion, c'est jamais facile, mais encore ça, voilà, je le savais que j'allais pas forcément bien dormir dans l'avion. J'ai dû dormir, je crois, somnolé pendant 2 heures sur les 12 ou 13 heures de voyage que j'ai eu. Et ensuite, la première nuit que j'ai passée à Taïwan, bah, en pleine nuit, 3-4 heures du matin, les yeux pleins phares, impossible de dormir. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas encore d'inquiétude parce que je me dis que la course, le départ est dans 4-5 jours, donc j'ai encore le temps à travers des siestes, à travers d'autres nuits qui seront plus réparatrices d'arriver le jour J en pleine forme. Sauf que la deuxième nuit à Taïwan, là où on m'a transféré après à l'hôtel officiel dans un temple qui était magnifique, hein, je t'invite bah, tu verras les photos lors de la vidéo, mais on est dans un temple qui était juste magnifique. Vraiment, on était reçus comme des princes, comme des chefs. Et la première nuit que j'ai passée là-bas, pareil, 5 heures du matin, enfin 4h30, 5 heures du matin, les yeux pleins phares, alors que j'avais dû me coucher, je crois, vers 23h minuit. Bah, j'avais à peine 4 heures de sommeil alors qu'on était déjà au 2e jour. Et pareil, voilà, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me reposer. Donc j'en ai profité dès ma première nuit à Taïwan bah, pour aller rouler le matin à 5h30, 6h. J'ai pris mon vélo, j'ai roulé 3 heures, j'ai été reconnaître le parcours. Très bonne sensation. Vraiment, je suis arrivé très très confiant là-bas. Les 3 heures que j'avais roulé lors de mon premier entraînement, qui n'était pas forcément prévu, parce que c'était prévu que je dorme et non pas que je roule, mais le revêtement très roulant, pas de dénivelé, pas de vent. On était vraiment sur une 2 fois 2 voies, vraiment sur une grosse nationale et qui était très limitée en termes de trafic, parce qu'en fait, au bout de cette nationale, il y avait des travaux et la route en fait était barrée. Donc très peu de trafic, donc c'était vraiment, tout était aligné au niveau du vélo pour que ça se passe bien. Et j'ai envie de te dire que c'est la discipline la plus importante parce que c'est celle qui prend le plus de temps, c'est celle où on est le plus dans l'inconfort. Donc si le revêtement est bon, qu'il n'y a pas de vent, qu'il y a très peu de circulation, bah c'est de bon augure. Donc tout avait bien commencé. Donc mes premières sensations, mes premiers entraînements là-bas se sont très bien passés. Et pareil, ensuite, les nuits se sont enchaînées et à chaque fois, bah, réveillé à 4-5 heures et la 2 ou 3e nuit, bah, le 2 ou 3e jour, bah, je suis reparti m'entraîner encore 3 heures parce que j'arrivais à 5 heures. À 5 heures, j'étais debout, donc je suis reparti m'entraîner. Voilà, mon acclimatation a été difficile au niveau du sommeil, mais au niveau des derniers entraînements, tout ça, tout s'est bien passé. L'alimentation n'a pas été un problème là-bas. C'est des produits qu'on a l'habitude, le modèle asiatique, c'est des produits qu'on a l'habitude aussi de consommer en Europe, qu'on a l'habitude de consommer en France. Donc j'ai pas eu de problème d'acclimatation par rapport à tout ça. Et le temps là-bas était top. Voilà, à quelques jours de la compétition, il faisait entre 20 et 25 degrés, pas de vent, ni trop chaud, ni trop froid. C'était vraiment les meilleures conditions qu'on puisse avoir pour une compétition d'ultra distance. Et le jour J, la compétition donc, commence par 38 km de nage en bassin de
de 50 mètres en extérieur. Alors tout ce que j'aime pas, hein, mais bon, faut passer par là. Moi, je m'étais mis en tête, comme ça l'était notifié sur le site, que la natation allait se passer dans un bassin de 25 mètres en intérieur, sauf qu'en fait la piscine où allaient se dérouler les épreuves en 25 mètres, c'était réservé pour celles et ceux qui faisaient le double Ironman, triple Ironman, quintuple Ironman, et non pour celles et ceux qui faisaient le DK en continu. Il faut savoir aussi que sur cette compétition, on était 11 athlètes, 10 hommes et une femme, une Canadienne. Et donc voilà, donc la piscine, bassin de 50 mètres, donc je l'ai appris peut-être à 2 jours avant la compétition. Bon, ça m'a un peu refroidi, j'étais un peu déçu. Bon, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. De toute façon, j'allais pas faire ma marche arrière par rapport à cette compétition. J'y suis. Le bassin de 50 mètres, je l'avais déjà eu en France à Colmar, je l'avais déjà eu au Brésil aussi. Ça n'avait pas forcément été les meilleurs chronos que j'avais pu faire, hein, puisque au Brésil, j'avais fait 25h50 et en France, j'avais fait 23h30. Alors qu'en bassin de 25 mètres, je tourne plus entre 19h et 20 heures de natation. Donc il y a quand même un delta de quasiment 4 heures, voire un petit peu plus. Et quand on est à bout sur 38 km, quand on est très fatigué sur la fin, nager encore 4 heures alors qu'on n'a plus de bras, qu'on n'arrive plus à avancer, c'est très très long. Et là, je me suis dit, repartir sur un bassin de 50 mètres. Donc voilà, ça a été le petit truc qui est venu me perturber, contrairement à toutes les bonnes sensations que j'ai pu avoir avant la compétition à vélo ou même les quelques entraînements que j'ai pu faire en courant. Mais bon, voilà, je me suis dit c'est comme ça va durer, allez, on part pour 24 heures. Et dans 24 heures, voilà, j'aurai l'autorisation, je pourrai enfin monter sur le vélo et on rentrera définitivement dans la compétition. Et il s'avère qu'au final, la natation, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'étais les premiers allers-retours, les premiers kilomètres se sont bien passés. La température a été très très bien. Je ne saurais pas vous dire à combien était l'eau, peut-être à 20, 22, mais en tout cas, elle était ni trop chaude ni trop froide. Elle était vraiment à bonne température, pas trop de chlore. Vraiment, les sensations étaient bien et ma glisse était très très bien. J'avais vraiment l'impression de nager comme un professionnel, de nager beaucoup mieux et d'avancer beaucoup plus vite que d'habitude. Et ça s'est vite confirmé sur les chronos. Alors en natation, ma stratégie, parce que je sais que vous voulez tout savoir, pour celles et ceux voilà, qui n'ont pas eu l'occasion de me suivre en live, il faut savoir que quand je fais des compétitions comme ça, quintuple Ironman, DK Ironman, enfin peu importe le format, mais là en l'occurrence sur le DK Ironman, pendant les 38 km de nage, tous les 5 km, je faisais des pauses vraiment pour vous raconter un peu les sensations que j'avais, sous quel chrono voilà, j'étais par rapport à la natte. Donc tout ça, je l'ai vraiment partagé en direct pendant la natation. Et tout s'est bien passé, voilà, tout se passait super bien. Mes temps de référence étaient bien en deçà de ce que j'avais l'habitude de faire sur des cas Ironman. Et la finalité, donc du 38 km de nage, c'est que je le termine en 20h58. Donc j'ai réussi en moins de 21 heures sur bassin de 50 mètres. Donc j'ai mis en quasiment 3-4 heures de moins que mes dernières sorties au Brésil et en France. Donc très content de ma performance en, en natation. Ça m'a vraiment permis de me mettre en confiance pour le vélo et de me dire que mes objectifs de faire entre 200 heures et 220 heures, d'ailleurs je t'invite à regarder aussi ma précédente vidéo que j'avais faite sur mes objectifs de course avant Taïwan. C'est pour ça aussi maintenant que je fais une vidéo après Taïwan pour voir un peu si mes objectifs que je m'étais fixés avant la compétition ont été réalisés ou pas. Donc mes objectifs avant la compétition, je fais une autre parenthèse, c'était de me rapprocher de mon meilleur chrono que j'avais fait au Brésil cette année où j'avais fait 217 heures. Voire même, pourquoi pas, passer sous la barre des 200 heures, même si c'était un peu ambitieux, même si j'en suis capable de passer sous les 200 heures, mais ça demande une charge d'entraînement que j'ai peut-être pas effectué justement avant cette compétition. Mais en tout cas, voilà, passer sous les 220 heures ou me rapprocher des 9 jours. Voilà, 9 jours qui correspond à 216 heures exactement. Donc la natation se passe bien.
Je sors des 38 kilomètres. Bon, bien sûr, je suis fatigué, mais je suis pas non plus KO. Voilà, j'arrive à enchaîner ensuite enfin, j'arrive à enchaîner la partie vélo, hein, pas à faire les 1800 kilomètres de vélo, mais j'arrive à enchaîner assez rapidement le vélo, à rouler 300-400 km avant de faire ma première pause. Et les premières sensations sur le vélo sont très bien. Voilà, j'arrive à bien me positionner sur mon vélo. Il faut savoir que moi j'ai un vélo, un CLM, un contre-la-montre. Donc je me mets en position contre la montre et tout ce qui est au niveau scapulaire, épaules omoplates et tout ça, j'ai pas de problème par rapport à tous les efforts que j'ai fait pendant 21 heures en natation. Donc je trouve facilement ma pause et je trouve rapidement un rythme intéressant à vélo. Le seul petit bémol que j'ai rapidement à vélo, c'est qu'au bout, je crois, peut-être au 50e kilomètre, première crevaison. Première crevaison. Et alors j'ai tout le matériel sur moi pour tout changer et tout, mais la valve que j'ai, elle est défectueuse. Enfin, c'est un bordel sans nom. J'y arrive pas. Je suis fatigué, je m'énerve un petit peu. Et du coup, bah, je me tape, je crois, à peu près 3 kilomètres pour rejoindre l'arrivée, enfin pour repasser devant le premier tour, pour rejoindre un peu l'arrivée avec mes chaussures, avec mes cales au pied. Donc voilà, ça m'agace un petit peu cette perte de temps où je perds facilement 15-20 minutes. C'est sûr que sur un deck Ironman, on n'est pas à 15-20 minutes près au final, on ne sera pas à 15-20 minutes près, mais c'est toujours agaçant avec la fatigue qui s'est accumulée lors des 21 heures de natation, plus le départ du vélo. À ce moment-là, en plus, il commence à pleuvoir. Donc voilà, c'est jamais agréable et ça m'agace un petit peu, mais voilà, je prends sur moi, je reviens sur le départ où là il y a toute ma logistique, où il y a un mécanicien qui est là, on me change la roue assez rapidement et je repars. Et les tours s'enchaînent et tout se passe bien. Il faut savoir qu'à la natation, je fais le 4e meilleur chrono. Alors là, c'est juste un truc de ouf. D'habitude, si tu as l'habitude de me suivre, je sors toujours dernier ou avant-dernier. Il y a toujours l'une des deux places qui m'est réservée. Mais non, là, je vais sortir 4e sur les 11 athlètes. Le premier qui sort de l'eau, c'est le Roumain, qui sort, je crois, en 14 ou 15 heures. Ensuite, il sera suivi de près du Maltais, Fabio. Et le troisième, c'est l'Anglais, qui nage d'habitude beaucoup plus vite que les deux autres, mais voilà, qui a eu quelques problèmes de digestion et autres pendant la natation, donc il sort troisième, mais je crois en 16 heures. Et moi, voilà, longtemps après, 4-5 heures après, je sortirai et je serai suivi après assez rapidement de d'autres athlètes, mais je fais le 4e meilleur chrono en natation, chose qui m'est jamais arrivée. Donc, ce qui m'a encore mis beaucoup plus de confiance pour la partie vélo. Et quand je commence le vélo, je suis en 3e position. Parce qu'il faut savoir que le Roumain, Marius, lui, sa stratégie, c'est après la partie natation, ça a été de dormir 5-6 heures. Et du coup, ce qui m'a permis de le doubler indirectement en ayant pris part à la partie vélo avant lui. Et il y a l'Anglais qui a fini 3e et qui, lui, est premier parce que le Maltais Fabio avait pris aussi comme stratégie, avait opté comme stratégie pour dormir 2-3 heures, alors que l'Anglais, lui, il avait opté comme moi, pour enchaîner directement de la natation à la partie vélo. Donc donc je commence la partie vélo, donc je suis troisième et je suis à peu près à 15 tours, entre 15 et j'ai 15 à 20 tours de retard sur les deux premiers qui, se, qui sont à quelques tours tous les deux. Donc sur un tour à 8 km, je suis à peu près à 150 km, entre 150 et 200 km, on va dire, des premières places. Donc, ce qui n'est pas non plus grand-chose sur 1800 km de vélo. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. J'ai même plus souvent l'habitude de commencer la partie vélo avec 300-400 km de retard sur le premier que simplement 150 à 200 km de retard. Donc par rapport à ça, ça ne vient pas du tout me perturber. Au contraire, ça m'encourage à rouler, à prendre le minimum de pause selon, encore une fois, mon état de fatigue et tout en gérant bien mon émotionnel. Et en fait, les stratégies que je vais adopter à vélo, sachant que les 5, 6, 7 jours qui ont précédé la course, j'ai eu énormément de mal
à dormir, à trouver le sommeil. J'étais vraiment, j'étais pas forcément fatigué, mais j'arrivais pas à dormir plus de 4-5 heures. Et je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut être aussi un bon signe si ça si ça dure pendant la compétition, bah, peut-être que cette compétition, je vais pouvoir la faire sans être trop fatigué, en pouvant, peut-être dormir un petit peu moins que d'habitude ou sinon ne serait-ce que comme d'habitude». C'est-à-dire que moi, j'ai pour habitude de dormir à peu près entre 2 et 3 heures maximum par nuit et de faire 1 à 2 siestes de 30 minutes la journée. Je me suis dit: «Bah, peut-être que j'arriverai à tenir ce rythme plus facilement ou peut-être que la nuit, au lieu de dormir 2-3 heures, peut-être que je pourrais me limiter à 1 heure et demie, 2 heures». Donc on verra et au final, la finalité, c'est que, bah, j'ai pas ressenti de fatigue sur les premiers jours de la course du vélo, je veux dire et en fait, les premiers jours de vélo, je dormais à peu près 2 heures, grand maximum 1 heure et demie, 2 heures par nuit et la journée, je faisais à peu près 30 minutes une sieste de 30 minutes, 3/4 d'heure, maximum, mais pas plus que ça. Donc j'ai beaucoup moins dormi quand même que les précédents DK Ironman. Voilà, encore une fois, je ne sais pas pourquoi le, le continent asiatique ou le climat là-bas a fait que j'avais beaucoup plus de difficultés à dormir, mais c'était voilà, c'était de bon augure pour moi, ce qui m'a permis bah, de jour en jour de rattraper des tours sur mes adversaires. Par rapport à Fabio, le Maltais, qui a rapidement repris les commandes de la compétition, on roulait sensiblement pareil tous les deux. Mais du coup, moi, je dormais un petit peu moins que lui. Donc, c'est-à-dire que jour après jour, bah, j'arrivais à gratter quelques tours sur lui. Et l'Anglais, David, au bout du deuxième jour, 2 ou 3e jour maximum, je suis passé devant lui. Et petit à petit, j'ai réussi à le distancer car il avait besoin de dormir un petit peu plus. Et il roulait aussi un petit peu moins fort. Et aussi, autre bémol, c'est qu'il a eu un gros souci mécanique avec son vélo. Ah, il a un vélo avec les vitesses automatiques et il a eu un gros problème électrique. Et les 3/4, enfin au moins la moitié des 1 800 km de vélo qu'il a dû faire, ça a été avec un vélo qu'on lui a prêté. Donc ça, c'est vraiment très compliqué à gérer par rapport à la posture, rouler avec un vélo qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai eu la chance que ce soit fluide du début à la fin, à part un total de 2 ou 3 crevaisons que j'ai eu, mais sinon tout a été fluide avec mon vélo. Et du coup, la moitié de la partie vélo, bah, j'ai bataillé avec le Maltais Fabio, où on est toujours resté au contact à 5-6 tours d'écart. J'ai même réussi à prendre les commandes de la compétition vers la fin, avant de les relâcher, parce que j'avais peut-être trop forcé et j'ai dû à un moment donné faire une pause un peu plus longue. Mais voilà, tout s'est bien passé. Par rapport à l'alimentation sur la partie vélo, on a été très chouchouté, très chouaillé par l'organisation. Alors autant tous les jours, il y avait un repas local qui était distribué, hein. On avait de la viande, du poisson, beaucoup de riz, mais on avait aussi tous les jours des pizzas. Voilà, des pizzas, ils se sont vraiment mis à l'heure européenne. Et je peux vous garantir que quand on vous sort des pizzas tous les jours à midi, après avoir fait 200, 300, 400 km de vélo, mais c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. Vous avez un grand sourire, vous reprenez de l'énergie comme jamais vous avez repris de l'énergie. Et je peux vous garantir que les pizzas, c'est vraiment un dopant, hein. C'est vraiment voilà, au niveau de la tête, au niveau de plein de choses. J'ai pas vu un seul athlète ne pas s'arrêter pour ne pas manger des pizzas, et ce tous les jours. Voilà, tous les jours, sur les coups de 11 heures, midi, 13 heures, on avait vraiment des pizzas quasiment à volonté, et ça faisait vraiment un énorme bien moral, mental, enfin sur toutes les fonctionnalités du corps pour pouvoir endurer de telles distances. Donc la finalité du vélo, bah, je suis presque en première position à 100 ou à 50 kilomètres de la fin. Sauf qu'à 50 kilomètres de la fin, bah, je fais pas un malaise, mais j'ai un gros coup de chaud. J'ai un énorme coup de chaud et je suis obligé de m'allonger pendant un peu plus d'1 heure pour faire redescendre la température, enfin voilà, me reposer parce que je suis fatigué. Il faut savoir que là-bas, on a eu un climat apocalyptique. Alors autant les premiers jours, ça allait à peu près. En fait, la météo, elle a commencé à se dégrader à partir de la natation. Après la natation, on a commencé à avoir de la pluie. Bon, c'est pas forcément dérangeant, on est mouillé. Et quand on est monté sur le vélo,
On a eu de la pluie pendant à peu près 24-48 heures. Et après, le temps, il a complètement viré, c'est-à-dire que de 20-25 degrés, on est passé à 35-40 degrés en plein soleil. Et ça a duré ça à peu près 72 heures. Je me suis fait brûler de partout. Voilà, j'ai pas su anticiper la crème et tout ça, malgré que j'étais équipé. Mais moi, c'est toujours compliqué quand vous n'avez pas de logistique, quand vous n'avez pas d'assistance plutôt, de se crémer régulièrement. Et en plus, avec la transpiration, c'est jamais agréable de mettre de la crème sur le visage, ça coule de partout. Enfin, c'est jamais simple en compétition. Et je me suis fait brûler, mais vraiment de partout, les jambes, les mains, avant-bras. Enfin, ça a été une horreur. Et ensuite, on a fini la compétition avec des trompes d'eau. Il faut savoir aussi que la compétition, à 1500, on était à 1200 km, enfin moi j'étais à peu près à 1200 km de vélo, et on a eu un typhon. Alors on a eu un typhon qui a été annoncé et les autorités ont dû arrêter la course pendant 24 heures. Alors c'est pas l'organisation qui a arrêté la course pendant 24 heures, c'est vraiment les autorités locales, c'est la préfecture locale sur ordre du ministère, sur ordre voilà, des conditions climatiques, sur ordre par rapport au typhon, que la compétition, ils l'ont arrêtée donc un soir à minuit pour la reprendre sans savoir quand en fait. Et moi, la problématique, c'est que par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à beaucoup de choses, moi, je ne pouvais pas rester jusqu'à la cérémonie de clôture qui était prévue, je crois, le 23 ou 24 novembre. Et moi, j'avais pris un billet retour le 20. Donc, j'avais vraiment tout calé en me disant, allez, maximum, cette compétition, ce DK, je le fais en 10 jours. Le 11e jour, je prends mon vol, 10 jours, ça fait 240 heures, sachant que mon objectif, c'est à peu près 220 heures. Ça me laisse une marge à peu près, allez, grand maximum de 24 heures, remballer le matériel et tout, et le 11e jour, je prends mon vol, retour. Donc moi, tout était déjà calibré, et là, de nous dire, de nous annoncer que la course va être arrêtée pour un typhon, alors qu'en plus, quand ils arrêtent la compétition, il n'y a pas le moindre souffle de vent. Vraiment, tout se passe super bien. Donc c'est une décision qui est un peu incompréhensible, mais en même temps, on n'a pas à la comprendre ou pas. De toute manière, on a juste à suivre le fait que la compétition s'arrête, à obéir aux ordres et tout ça. Donc dès que minuit est arrivé, plus personne dans les rues, interdiction par la préfecture. Donc tous les athlètes, enfin, en tout cas moi en l'occurrence, j'en ai profité pour aller dormir. En plus, il était minuit, donc ça tombait très bien. Passer une bonne nuit. Là, en l'occurrence, j'ai pu bien dormir. J'ai dû dormir à peu près 6-7 heures. J'ai pas réussi forcément à dormir plus longtemps que ça. Le lendemain, ça a été réorganisation de la logistique, remettre tout à flot, parce que la compétition, ça faisait déjà à peu près 4-5 jours qu'elle avait, au moins 4 jours qu'elle avait commencé. Donc quand vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'assistance et compagnie, ça devient vite le bordel. Donc là, c'était l'occasion de tout remettre à plat, refaire les niveaux de tout, de nettoyer le vélo, de regresser la chaîne, chose que je n'avais pas encore fait depuis le début de la compétition. Donc j'ai tout remis à plat, j'en ai profité pour aller faire quelques courses. L'après-midi, j'en ai profité pour dormir. Et en fin de journée, en fait, on a reçu un message comme quoi la compétition allait reprendre à minuit. Enfin, fin de journée, début de soirée. Je crois que le message, on l'avait reçu vers 20 h ou 21 h. Et donc du coup, dès que j'ai reçu le message, hop, je me suis remis au lit. J'ai mis le réveil à 23 h 15 ou 23 h 30. Et à minuit, on était reparti pour la compétition. Donc moi, c'était déjà une bonne nouvelle. Donc on avait perdu 24 heures, mais d'après mes calculs, j'étais encore dans le game pour finir la compétition à temps et surtout avoir mon avion à temps. Donc là, la partie vélo se termine. Moi, je termine, voilà, comme j'étais en train de vous le dire, à deux ou trois tours de Fabio. Donc je termine allez, à 1 heure de lui la partie vélo. Et pareil, donc là, nouvelle transition, nouvelle stratégie. Donc lui, Fabio, il en profite pour dormir à peu près 1 ou 2 heures avant de commencer la course à pied. Moi, sachant que j'avais fait un petit malaise, que j'avais eu un coup de chaud à 2 heures avant de terminer la partie vélo, j'en avais profité déjà pour dormir 1 heure, enfin en tout cas me reposer 1 heure. Et quand j'ai fini la partie vélo, j'ai enchaîné directement par la partie course à pied. Alors j'ai enchaîné peut-être 30 minutes, 1 heure après la fin du vélo, le temps de me changer, de prendre une douche, de me remettre un peu de mes émotions du vélo, de récupérer un petit peu, mais je suis pas passé par la case sieste et tout ça. J'ai essayé de faire d'enchaîner la course à pied le plus rapidement possible.
Donc du coup, je m'élance en course à pied. Il faut savoir, en fait, quand je m'élance en course à pied, quand je commence mon premier tour, bah, il y a Fabio qui, lui, termine son premier tour. Donc en fait, il a 1,8 km d'avance sur moi. Donc c'est cool, je suis largement dans mes objectifs de vouloir remporter cette compétition. Surtout que Fabio, autant les autres athlètes, il y en a beaucoup que je connaissais pas, parce qu'il y avait des Taïwanais que je connaissais pas du tout, il y avait un Danois, enfin, sur les 10 autres athlètes, il y en avait peut-être la moitié que je connaissais pas du tout. Par contre, Fabio, je le connaissais très bien, puisque on s'était déjà affronté à 3 reprises, et j'avais eu le dessus sur lui à 2 reprises, et lui à une reprise. Il m'avait déjà battu sur un quintuple Ironman, je l'avais battu sur un autre quintuple Ironman, et cette année, on s'était affronté à une reprise sur le plus long triathlon, sur le plus long triathlon de France, le DK Ironman à Colmar, et je l'avais battu de 11 heures. Voilà, j'avais remporté le DK Ironman en France en 222 heures, et lui avait fini deuxième en 233 heures. Donc j'avais un petit avantage psychologique sur lui. Donc les premiers tours, on les a courus ensemble, mais j'avais un rythme légèrement au-dessus de lui, et au bout de 4-5 tours, il a décidé de prendre une pause pour pouvoir ralentir un petit peu, et rapidement, en fait, j'ai pris les commandes de la course à pied. Au bout peut-être du premier semi-marathon, j'ai pris les commandes de la course à pied, et après, moi, mon objectif, bah, ça a été de garder déjà cet avantage que je n'avais pas forcément su garder une première fois à vélo, mais là, la course à pied, c'est vraiment mon domaine. Autant en vélo, Fabio, le Maltais, m'était légèrement supérieur, mais pas grand-chose, malgré que la partie vélo, je la finisse, je crois, 5 ou 6 heures, enfin, je mette 5 ou 6 heures de moins que lui par rapport au sommeil. Mais là, par rapport à la course à pied, voilà, je tenais vraiment à garder cette première place et à creuser l'écart avec Fabio. Et l'écart, il va se creuser petit à petit, sans forcément augmenter de jour en jour, mais ça va toujours se situer à peu près à un semi-marathon d'avance. Voilà, je vais peut-être aller jusqu'à 30 km d'avance, mais que je ne garderai pas souvent avec les pauses et tout ça. Mais en moyenne, je vais avoir un semi-marathon d'avance jusqu'au 8 ou 9e marathon. Et à un moment donné, voilà, quand lui, comme moi, il va voir que les cartes sont presque joués, qu'il n'y a plus forcément d'objectifs, qu'il n'arrivera pas forcément à aller chercher cette première place. Donc il va relâcher un petit peu. Moi, je vais garder à peu près le même rythme et la finalité de la course à pied. Donc autant moi, le premier marathon, par rapport à mes objectifs personnels, c'est très bien passé. Le premier marathon, je dois le courir, je crois, en 4h30 ou en 5 heures. Donc j'étais très content de mon premier marathon, surtout que la partie vélo s'est très très bien passée, puisque la partie vélo, j'ai roulé, je l'ai faite en 95 heures, si j'enlève les 24 heures de pause. Là, c'est le diplôme finisher que j'ai eu. Il faut savoir que la partie vélo, donc je la termine en 119 heures en prenant en considération les 24 heures de pause, donc ce qui fait 95 heures de vélo, là où d'habitude je suis plus, je tourne entre 95 et 100 heures, enfin même plus entre 100 et 105 heures. Donc là, 95 heures, j'étais très content de moi. 95 heures, pour vous dire ce que ça représente, c'est 450 km par jour. Donc en fait, la moyenne que j'ai faite, c'est je roulais à peu près 450 km par jour. Donc très content de cette moyenne. C'était quasiment au-delà des objectifs que je m'étais fixé. Et pour la partie course à pied, je l'ai faite en 101 heures 40, ce qui fait une moyenne de 99 km,5 par jour. Donc là, j'étais plutôt déçu, parce que sur des Ironman, sur les 10 marathons, je tourne plutôt généralement entre 110 et 115, voire 120 km par jour. Donc un petit peu déçu. Autant le premier marathon s'est très bien passé, mais ensuite j'ai explosé. J'avais plus les jambes, j'avais plus de jus, j'avais plus rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai jamais réussi à m'élever et à creuser l'écart avec Fabio. Mon but, c'était vraiment de garder cette différence d'un semi-marathon, parce que je savais que j'avais pas les jambes pour aller chercher plus. Et donc mon but, c'était vraiment de le neutraliser par rapport à ces différentes attaques, pour garder cette première place. La partie course à pied, niveau température, ça a été assez compliqué, parce qu'on a eu, pareil comme à vélo, on a eu tous les temps. On a eu de la canicule, comme on a eu aussi une météo apocalyptique avec de la pluie, des trompes d'eau, beaucoup de vent. Alors c'est sûr que le vent, c'est beaucoup moins gênant et beaucoup moins désagréable en course à pied qu'à vélo,
mais ça gêne. Voilà, sur du long terme, quand vous courez 12, 14, 16 heures par jour, avoir énormément de vent, à la fin, c'est usant. Voilà, c'est usant et c'est fatigant. Mais la course à pied, c'est bien fatigué, c'est bien passé. Ça a été très fatigant, mais c'est bien passé. Et je dormais en moyenne à peu près 1 heure, comme à vélo. Un tout petit peu moins peut-être, je dormais 1 heure et demie par nuit et je faisais des siestes de 45 minutes à 1 heure par jour. Donc je dormais presque autant la nuit que le jour, mais je dormais sur des tranches de 24 heures, je dormais maximum 3 heures. Et au final, je fais un chrono de 218 heures, 4 minutes et 58 secondes. Et ça, c'est les trophées, voilà, qui nous ont été remis. Donc ça, c'est une coupe de l'organisation. Une très belle médaille aussi de l'organisation. Et ça, c'est la médaille de la Fédération internationale d'ultra triathlon de la Utah, avec, voilà, on récapitule derrière les distances et le lieu de la compétition. Et on avait aussi ça. On avait aussi ce petit collier, ce petit pendentif qu'on devait avoir sur nous, sur la partie vélo et course à pied. Donc au début, je l'avais autour du cou, mais après, avec les changements de maillot et compagnie, ça m'a plus gêné qu'autre chose. Donc ça, je l'avais mis dans mon téléphone portable. C'est un petit porte-bonheur. C'est vrai que là-bas, ils sont très croyants, très croyants par rapport à toutes ces petites choses-là, toutes ces attentions. Et ils avaient offert ça à tous les athlètes. Donc c'était plutôt sympa. Donc voilà pour ce retour sur ce DK Ironman, donc que j'ai remporté au final en 218 heures. Fabio le Maltais, lui, je crois qu'il termine à 10 ou 11 heures derrière moi, et 36 heures derrière, il y a l'Anglais David qui a terminé. Sur les 11 athlètes, il y a eu 10 finishers, donc les 10 hommes ont terminé, et malheureusement, la seule féminine qui était engagée, et pourtant Chanda, pour qui c'était aussi son 5e DK Ironman, qui va finir aussi vainqueur de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, mais elle a dû arrêter sur la partie vélo pour de gros problèmes respiratoires liés au chlore qu'elle a mal digéré en natation. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce DK Ironman, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de choses à dire, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.